Et tout de suite, on passe à la troisième séquence de ces rencontres de l'investissement territorial, investir dans l'immobilier et l'aménagement du territoire. Alors l'enjeu du développement économique et de l'aménagement, cela doit s'opérer au plus près en fait, des Français, redynamiser nos espaces de vie, accompagner les transformations des territoires, notamment industriels. C'est historiquement au cœur de la mission de la banque. Mais repenser le développement territorial, repenser la ville, ses services, cela implique aussi un partenariat plus qu'étroit entre tous les acteurs du changement, que ce soit les entreprises publiques locales, les collectivités, les investisseurs et bien entendu les citoyens. Alors, sans repartir d'une page blanche, il faut réinventer pour revitaliser, imaginer une cité vivable, vivante et durable. Alors, on va explorer ensemble tout cela et ces projets dans ce troisième temps. Et notamment la question du tourisme. Le tourisme est central dans la recomposition des usages d'un territoire. Et dans ces usages, des acteurs historiques innovent. C'est le cas du Club Med. On regarde. Le projet de la Rosière est né comme tous ces projets structurants d'aménagement du territoire, de la vision et de la volonté d'un élu. Le maire de la Rosière Montvalaisan, Jean-Claude Fressard, voulait assurer à sa commune des revenus stables dans la durée, en y accueillant le Club Med, avec des clients qui utilisent des prestations et des produits locaux, entraînant des retombées économiques majeures pour le territoire. La Rosière est une station de haute altitude, intégrée au domaine skiable San Bernardo qui se partage entre la France et l'Italie. Le Club Med y est situé à 1950 mètres. Nous avons construit les 390 chambres du resort sur l'ancien altiport, réhabilitant et reboisant pour partie un terrain déjà artificialisé. Cette première phase du projet représente un investissement de 104 millions d'euros hors foncier, réalisé à 90% par les entreprises de la région. Ouvert hiver comme été, ce nouveau Club Med accueillera une clientèle française et internationale, familiale et haut de gamme. Sur tous les projets d'hébergement, y compris avec le Club Med, notre objectif est que l'investissement soit maintenu sur notre domaine skiable. Nous accompagnons le Club Méditerranée sur ce projet car nous sommes en phase avec la philosophie de l'opérateur Club Med qui a pour objectif de proposer aux skieurs des hébergements de qualité qui sont écologiquement responsables, qui sont intégrés dans le paysage et enfin qui constituent pour nous une ressource en lit chaud importante. Nous avions en parallèle conduit avec la Banque des Territoires et ses partenaires de la Foncière des Alpes, les banques régionales, les discussions pour rendre le projet possible. Chacun a joué son rôle et la présence active de la Banque des Territoires a évidemment permis d'encourager l'ensemble des acteurs dans un projet qui sera un nouvel investissement réussi. Nous accompagnons ainsi, avant et surtout pendant la crise sanitaire que nous venons de connaître, tous les opérateurs de façon à ce qu'ils puissent poursuivre leurs investissements, de façon à ce que nous ayons, à l'issue de cette crise, la capacité d'accueil nécessaire pour relancer le tourisme dans nos massifs alpins. Voilà, merci à Henri Giscard d'Estaing, à Philippe Lambert de s'être joints à nous, même si ce n'est que virtuellement. Alors, dans une optique de dynamisation des territoires et pour que le service soit le plus écologique possible, rapprocher le client et l'entreprise apparaît indispensable. C'est tout l'objet de la logistique du dernier kilomètre. Et pour en parler, je vous demande d'accueillir Jonathan Seban, le directeur général de Sogaris, et Richard Curnier, directeur régional Île-de-France de la Banque des Territoires. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour Nora. Bon, eh bien, écoutez, bienvenue. Jonathan Seban, je le disais, Sogaris, c'est une entreprise de la sphère de l'économie mixte et donc un acteur de référence dans la logistique du dernier kilomètre, en fait de la logistique urbaine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement en quoi ça consiste ? Alors la logistique urbaine, on en parle de plus en plus.
Globalement, ça consiste à optimiser, à travailler en fait à tout ce qui va relever de l'approvisionnement des villes singulièrement. On a constaté en 2020, notamment à l'occasion des différents confinements successifs que nous avons tous vécus, l'importance des chaînes d'approvisionnement pour les denrées les plus essentielles de la vie quotidienne. Et à cette occasion, on s'est vraiment aperçu que la logistique joue un rôle absolument essentiel finalement dans notre vie quotidienne. La logistique, c'est ça. C'est, je le disais, l'ensemble de cette chaîne d'approvisionnement avec une double facette finalement de ce secteur. Il y a à la fois tout ce qui va relever de la mobilité des biens, le transport en particulier, et puis il y a tout ce qui va relever de l'immobilier, donc le développement des entrepôts avec différents types d'entrepôts. Et c'est ce sur quoi notamment travaille Sogaris. Alors depuis 50 ans, c'est une société qui est cinquantenaire, qui a d'ailleurs cette particularité d'avoir un actionnariat qui est aujourd'hui majoritairement public, quand bien même elle évolue dans un champ qui est, lui, totalement concurrentiel. Et alors, quel est votre lien avec la Banque des Territoires, justement, autour de cette question? Alors, le lien avec la Banque des Territoires, il est historique. Il est lié notamment au fait que la Caisse des dépôts et consignations, anciennement, aujourd'hui, la Banque des Territoires est au capital de Sogaris, pour un peu moins de 20%. Et au-delà de cette participation qui a été largement confirmée notamment en 2015, la Banque des Territoires participe très activement au financement d'un certain nombre d'opérations. Donc elle accompagne objectivement la croissance de la société, son déploiement sur notamment le Grand Paris, qui est véritablement le bassin de légitimité et la cible territoriale sur laquelle nous nous concentrons. Alors Richard Curnier, je le disais, vous êtes directeur régional Île-de-France de la Banque des Territoires. Qu'est-ce qui vous a conduit justement à engager un partenariat avec Sogaris ? Je crois que Jonathan a presque tout dit sur le partenariat entre la Banque des Territoires et la Sogaris. Le développement des sociétés d'économie de premier plan avec les collectivités locales est au cœur de nos missions. Donc on travaille, la Sogaris travaille sur le dernier kilomètre, la logistique urbaine, des sujets stratégiques pour le Grand Paris. Et le fait d'être au capital de la société permet d'assurer, de soutenir son activité aux côtés des collectivités. Et puis, Jonathan l'a dit, nous avons aussi une casquette d'investisseurs immobiliers et nous avons développé un hôtel de logistique urbaine, pas un hôtel où il y a des touristes. Ça s'appelle un hôtel de logistique urbaine. Et nous avons posé une première pierre il y a quelques jours sur la ZAC des Ardoines, pas très loin de Paris. C'est à Choisy-le-Roi, c'est ça, Choisy-les-Ardoines, c'est ça? C'est dans le 94? Vitry-sur-Seine, juste à côté de Choisy-le-Roi. Pas très loin. Pas très loin. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur cet hôtel logistique des Ardoines? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier? Peut-être ajouter simplement le fait que la logistique urbaine est avant tout un développement durable des territoires. Il n'y a pas de logistique urbaine aujourd'hui s'il n'y a pas de décarbonation évidemment de la mobilité. Donc s'il n'y a pas finalement dans le développement des entrepôts, dans leur positionnement sur le territoire, la volonté de faire en sorte que l'empreinte carbone de la mobilité des biens soit évidemment réduite. À cette occasion, Sogaris développe différentes typologies de projets. On peut à la fois développer des grandes plateformes, mais elles sont nécessaires quand on est par exemple à la convergence d'un certain nombre d'axes métropolitains importants, les grandes autoroutes urbaines par exemple. Et puis on peut développer des projets qui peuvent être plus urbains, plus petits ou de taille néanmoins importante lorsqu'on est dans la ville. Et l'hôtel logistique des Ardoines dont parlait Richard à l'instant, c'est véritablement ça. C'est un bâtiment qui va faire 35 000 m² au sein d'un nouveau quartier, d'un futur nouveau quartier, qui est donc ce fameux quartier des Ardoines dans le Val-de-Marne. Et donc c'est un bâtiment qui va accueillir sur 2 niveaux, à la fois une entreprise international qui a confirmé son positionnement, qui va venir à la fois y mettre son siège social, mais en même temps qui va y déployer une base de logistique urbaine d'environ 13 000 m². Donc c'est vraiment colossal, en tout cas c'est substantiel à l'échelle des besoins du Grand Paris. Et puis on va aussi travailler en hauteur sur un parc d'activités qui va pouvoir venir accueillir des TPE, des PME du territoire. Donc on a une mixité de fonctions, à la fois sur le bâtiment, et puis on a, au-delà du bâtiment lui-même, une mixité entre à la fois l'activité économique et puis ce futur quartier. Richard Curnier, c'est justement ça aussi l'enjeu, c'est de redynamiser en fait les territoires au travers en fait de cette dimension de logistique urbaine. On voit à quel point c'est un enjeu, notamment en termes de décarbonation, on le disait à l'instant, mais aussi en fait en termes d'actifs, cette dimension immobilière, venir s'implanter dans un territoire qui est en pleine transformation. Non, je crois que ce qui est intéressant, c'est que la logistique urbaine, finalement, est le croisement de différents enjeux stratégiques, puisque ça concerne à la fois l'aménagement, ça concerne la réduction de l'empreinte carbone, on en parlait tout à l'heure dans les zones à faible émission, ça concerne le développement économique, naturellement, et puis l'attractivité des collectivités, des territoires. Et on sait bien aujourd'hui que certaines collectivités locales veulent maîtriser
l'entrée des marchandises dans les villes, veulent maîtriser l'ensemble de la logistique urbaine. Donc c'est vraiment important pour nous, en tout cas, d'investir dans ces secteurs actifs. Oui, peut-être pour insister sur ce point, c'est que la logistique urbaine, aussi importante soit-elle, c'est aussi une activité presque nouvelle finalement dans, on va dire, la panoplie aujourd'hui qui nous est offerte dans la fabrique de la ville. Et donc il faut, je dirais, aussi travailler en pédagogie avec les collectivités locales. Et c'est en cela que la Banque des Territoires joue un rôle essentiel. Olivier Sichel disait en introduction, la passerelle entre le public et le privé. Je pense qu'on est véritablement là, c'est-à-dire qu'on est à la fois sur un champ, je l'ai dit, qui est totalement concurrentiel, donc sur lequel il faut, je dirais, avoir les armes aussi pour être compétitif dans un univers qui est un univers de marché. Et il faut aussi pouvoir finalement travailler avec des partenaires qui sont des partenaires de confiance, notamment pour les collectivités locales. Et c'est véritablement le rôle que joue la Banque des Territoires, à la fois au capital de Sogaris et plus largement dans les opérations de financement. C'est un tiers de confiance essentiel dans notre capacité à la fois à porter ces projets de manière très concrète, de manière très opérationnelle sur terrain, et surtout à pouvoir les porter dans la durée. Merci beaucoup, merci à tous les infiniment. deux. Et on ne pourra pas malheureusement, j'imagine, Jonathan, aller visiter cet hôtel, mais peut-être passerons-nous devant. Merci encore. Alors, la ville, quelle que soit sa taille, se construit sur une histoire, sur un patrimoine, sur un héritage, parfois industriel, vous allez l'entendre, qu'il faut savoir appréhender et transformer pour offrir les services nécessaires aux habitants et la rendre de nouveau attractive. Mais repenser la ville, c'est également réduire les fractures, combler les inégalités, faire en sorte que ces espaces de vie soient le plus inclusifs possible, surtout dans un moment où le foncier disponible, notamment dans les agglomérations, se fait rare. L'enjeu est de taille et nécessite de redessiner nos territoires au plus près des besoins de ses habitants. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Bruno Farber, Frédéric Durousseau et Arnaud Beaulieu. Et une fois n'est pas coutume, ma première question va s'adresser à Arnaud Beaulieu. Je le disais, repenser nos espaces de vie, être plus inclusif, plus durable, plus résilient. Bon, on le sait, vraiment, on est dans le continuum historique de l'action de la Caisse des dépôts, aujourd'hui, Caisse des dépôts, Banque des Territoires. En quoi les projets que vous avez accompagnés, que ce soit ceux de Korian ou Ginko, en fait, justement, réinventent et redynamisent? Alors, les deux projets dont on va parler, Ginko et l'action qu'on a avec Korian, sont assez illustratifs de ce qu'on cherche à faire. Dans l'investissement immobilier, on couvre un champ assez large. On peut parler de tourisme, on peut parler d'immobilier d'entreprise, on peut parler d'industriel, de dépollution et aussi d'actifs de santé. En AMO, c'est un peu plus de 500 millions d'euros par an, donc c'est assez vaste. Et sur cette thématique-là, ce qu'on cherche à faire, c'est à venir faire émerger des initiatives qui ne sont pas naturellement disponibles sur le marché. Aujourd'hui, on vient conjuguer, et là on va encore paraphraser Olivier, mais tout a été dit un petit peu, notre rôle de passerelle, notre rôle d'investisseur de temps long. On est un investisseur d'intérêt général et on a une capacité à regarder devant, à construire une vision, comme le disait Emmanuel Legrand tout à l'heure. Le sujet de la dépollution, par exemple, est un très bon exemple. Quand on a commencé à investir aux côtés de Ginko, c'est il y a une douzaine d'années. Il y a une douzaine d'années, on ne parlait pas de dépollution. Nous, on a fait le diagnostic que nous avions des territoires qui souffraient d'actifs qui devaient être convertis, qui étaient plutôt des poids. Et on a cherché à transformer ces poids en avantages compétitifs en trouvant un partenaire de confiance qui maîtrise aussi la capacité à faire que ces projets deviennent des réalités, ce qui est un élément extrêmement important. Et on a la capacité à regarder devant nous. Et on n'est pas frileux. Et donc c'est une des forces de la Banque des Territoires, en tout cas sur l'immobilier comme sur d'autres secteurs, c'est de pouvoir faire un diagnostic et de pouvoir s'engager sur une trajectoire qui est parfois compliquée à arpenter. Mais on est assez convaincu de la trajectoire qu'on doit prendre et d'accompagner des initiatives qui, au départ, à ce moment-là, ne sont pas naturelles dans le marché. On peut aussi parler de Korian sur la même thématique. On parle là, dans le cas d'espèces, de venir rendre les territoires plus inclusifs. On parle d'actifs de santé, de résidences services seniors, par exemple. On a le diagnostic que, fait il y a une dizaine d'années, là aussi, les actifs de santé et les résidences services seniors étaient en sous-équipement. On avait beaucoup de territoires où on n'offrait pas à une population vieillissante, mais non dépendante, des solutions adaptées d'hébergement avec un positionnement prix adapté à ce qu'ils cherchaient. Et on a pu travailler avec Korian à développer cette classe d'actifs qui, il y a une dizaine d'années, n'était pas naturelle. Aujourd'hui, les RSS est une classe d'actifs connue, classique. Beaucoup de gens se positionnent
Quand on l'a fait il y a une dizaine d'années, ce n'était pas le cas. Et là aussi, c'est notre capacité à ne pas être frileux, à trouver un opérateur de référence dans le groupe Corian qui nous a permis de matcher nos objectifs d'intérêt général, de développer des actifs au bénéfice des territoires et dans un profil d'opération d'investisseurs avisés. Il s'avère que tant les actions que nous avons pu conduire avec Ginko que Corian se sont révélées in fine des activités assez profitables. On est très content. Ce n'était pas notre moteur premier, mais il s'avère que dans cette capacité à prendre du risque, à regarder, à trouver les bons partenaires, on vient faire la quadrature du cercle, remplir nos missions d'intérêt général et par ailleurs avoir un positionnement éclairé d'investisseurs avisés. Alors, on va rentrer justement précisément dans l'action, par exemple, Bruno Ferber, de Ginko. Alors, Ginko, c'est un fonds, c'est Ginko 3 désormais. Vous étiez donc déjà à la tête du 1, du 2, du 3, et la Banque des Territoires était déjà partenaire. Donc, vous êtes acteur de la dépollution, vous rachetez des friches, vous les dépolluez, vous les aménagez. Là, on est vraiment dans l'action qui est... on entendait par exemple dans la Convention citoyenne sur le climat, c'était vraiment quelque chose de central dans les revendications des citoyens. Zéro artificialisation nette, ça a été repris par le président de la République. Est-ce que l'objectif en fait dans votre action, c'est de mettre en musique ce qu'on appelle reconstruire la ville sur la ville? Alors, c'est exactement ça. Un des objectifs qui est poursuivi par Ginko, c'est de freiner l'étalement urbain. L'étalement urbain est une plaie épouvantable sur le territoire français. Vous le savez, hein, on perd l'équivalent de la surface de Marseille chaque année en étalement urbain. Les logements notamment, on manque beaucoup de logements, on doit construire 300 000 logements par an, on est entre 150 et 180 000 depuis une quinzaine d'années, le déficit se creuse, les prix montent. Donc comment est-ce qu'on peut relancer le logement notamment sans grignoter du terrain vert? Eh bien, c'est en recyclant le foncier existant, des fonciers qui sont déjà artificialisés. Et en l'occurrence, on aime bien les challenges. On prend le challenge supplémentaire d'acheter des terrains qui sont pollués, même lourdement pollués. Et on a en interne une expertise assez pointue sur le domaine de la dépollution. Et donc, notre métier, c'est effectivement de racheter des friches industrielles déjà artificialisées et polluées en milieu urbain et de les reconvertir, c'est-à-dire les dépolluer, les aménager et les redévelopper. On fait ça depuis une douzaine d'années et on est accompagné depuis le premier jour par la Caisse des dépôts à l'époque, la Banque des Territoires aujourd'hui. Et j'étais très frappé par les différents intervenants qui nous ont précédés. Ils m'enlèvent les mots de la bouche. Mais vous pouvez vous répéter, on a le droit. Il faut une vision, ouais. Il faut une notion du temps long, il faut une stratégie, un courage. Et en même temps, il faut rester prudent et avisé. Tout ça, c'est ce qu'on a vécu. Moi aussi, j'étais avec ma petite valise en 2008 à la Caisse des dépôts. Et je suis très heureux de dire qu'aujourd'hui, on est à notre 3e fonds d'investissement, Ginko 3. On a aujourd'hui réussi à lever 370 millions d'euros sur le 3e fonds. Donc c'est quand même un montant assez significatif. La Banque des Territoires est notre premier actionnaire. Avec un engagement de 75 millions d'euros, donc un engagement extrêmement significatif. Voilà, ça fait 12 ans qu'on est dans ce partenariat extrêmement constructif. Et sincèrement, je n'ai pas peur de le dire, on n'aurait pas pu démarrer cette activité si on n'avait pas pu travailler dès le départ avec un groupe comme la Caisse des dépôts. Et à vous entendre, on comprend très bien en quoi en fait, tout ceci participe à la redynamisation des territoires et participe en fait, de cette transition. Frédéric Durousseau, vous aussi, l'idée c'est de transformer la ville, empêcher que les personnes âgées notamment en fait, soient obligées de la quitter pour aller rejoindre des établissements pour être pris en charge. Ce petit maillage en fait, de résidences, services seniors, mais vous allez aussi nous en parler, vous avez encore créé quelque chose de plus fin, enfin, un outil qui est encore plus particulier de colocation. Là, vous êtes parti aussi d'une demande en fait, qui émane des collectivités, des territoires, et vous vous êtes dit, il manque quelque chose. Comment inventer? Absolument. Effectivement, on a développé, on est parti d'une société qu'on appelle Agévie, qu'on a achetée en 2018.
Et c'est une société qui était absolument simplement centrée sur le Grand Est, dans un département qui est le Doubs. On a fait le pari de dire que si ça marchait dans le Grand Est, ça pourrait sans doute marcher partout en France, et au-delà des frontières françaises. Donc on a commencé par effectivement envoyer un mailing à 6000 communes, 6000 maires de France. Et s'il y a des directeurs de marketing dans la salle, ils ne me contrediront pas quand je dis que quand on envoie un mailing, généralement on a quelques pourcents de réponses au mieux. Là on a eu un maire sur 4 qui nous a répondu. Donc on a eu 1500 maires qui nous ont dit bah, écoutez, venez chez nous, nous on est intéressés. Vous n'étiez pas du tout, enfin vous attendiez pas ces réponses-là, clairement. Non, alors absolument pas. On a envoyé, quand on a envoyé à 6000 communes, donc on a targeté, donc on a ciblé les communes qui faisaient 1000 habitants et plus, et en se concentrant vraiment sur la frange, on va dire 1000, 2000, 3000 habitants. Et on ne pensait pas effectivement qu'il y aurait un tel engouement. Et en fait, quand on se rend compte et quand on discute avec les maires de ces communes, on se rend compte en fait qu'ils n'ont pas de solution, tout simplement pour prendre en charge les personnes âgées dans leur commune dès lors qu'elles sont en perte d'autonomie. Donc, alors bien sûr, dans les grandes villes, il y a toujours des solutions. Il y a aussi ce qu'on appelle les EHPAD, les maisons de retraite médicalisées. Mais bon, celles-ci ne peuvent pas se développer à l'infini, hein. Il y a un numerus clausus, donc on ne peut pas créer de nouveaux EHPAD. Et la difficulté aussi, c'est quand vous êtes avec des gens qui ne sont pas totalement en perte d'autonomie, c'est que ça peut aussi les emmener dans une forme de glissade. Donc l'EHPAD n'est pas forcément adapté à tout le monde tout de suite. L'EHPAD est adapté aux seniors qui sont en fait les plus dépendants d'entre nous, ce qui ne concerne pas effectivement la majorité des seniors. Tout le monde ne finira pas dans un EHPAD. Malgré tout, les personnes qui ont besoin d'être accompagnées iront en EHPAD. Voilà. Et donc nous, la solution, ça a été de développer une offre de colocation entre seniors. Donc les colocations sont toutes simples, hein. Ce sont comme des grands appartements, on va dire, c'est des maisons hein, qui sont plutôt banalisées dans un lotissement où on a 8 lits par colocation. Les 8 lits s'organisent autour d'un grand séjour, une cuisine commune et un salon dans lequel les résidents peuvent se rencontrer, jouer ensemble, avoir des animations. Et ils peuvent, en contrepartie aussi, rester dans leur chambre qui est, du coup, comme on est en milieu rural, qui est plus importante en termes de mètres carrés, c'est plutôt 30-35 mètres carrés, donc plutôt des grands espaces de plein pied, et des auxiliaires de vie qui se relaient toute la journée pour délivrer les services donc à ces résidents. Qui viennent du territoire en plus. Enfin, absolument. Il y a une dimension de les personnes âgées peuvent rester sur leur espace de vie et les accompagnants en fait viennent du territoire, ce qui crée aussi une dynamique d'emploi. On a de l'emploi stable, ouais. C'est du CDI et effectivement au niveau des territoires, on a des gens qui, la moitié de nos clients donc, sont de la commune en question, l'autre moitié étant habitant à 10 km, ce qui permet de ne pas déraciner les gens qui ont toujours vécu à un endroit, d'aller à 30, 40, 50 km dans les pattes de la grande ville. Et voilà, donc... Arnaud Beaulieu, justement, quand on entend... c'est même pas projet, enfin c'est deux réalités. C'est ça aujourd'hui, la nécessité, c'est accompagner en fait à la fois les collectivités, les entreprises dans des logiques de marché, mais qui sont véritablement adaptées comme une petite dentelle très fine au territoire sur lequel ils s'implantent. Oui, c'est une bonne formulation. Ce qu'on cherche à faire sur l'exemple, par exemple, d'Agevi, c'est de répondre à une problématique d'accompagner le vieillissement de nos seniors sur le territoire et de proposer une solution adaptée aux collectivités à un problème identifié. Aujourd'hui, il n'y avait pas de réponse. Et donc, on a trouvé une réponse avec Korian et Agevi. Et comme je le citais par ailleurs tout à l'heure sur les RSS de manière plus traditionnelle ou sur la dépollution, mais je pourrais aussi parler de tourisme ou de beaucoup d'autres activités, on n'est pas frileux.
on est capable de venir accompagner Korian sur un projet qui aujourd'hui n'existe pas, parce qu'on est convaincu que le diagnostic est le bon, que le besoin est là, et que la rentabilité, parce qu'à un moment on est un investisseur avisé, viendra. Elle sera socio-économique, elle sera financière, mais on est capable de regarder ça dans 3 ans, 6 ans, peut-être 9 ans, mais l'objectif en tout cas pour nous est clair, accompagner ce type de démarche. Alors rapidement, Bruno Ferber, Frédéric Durousseau, qu'en est-il justement de ce retour sur investissement? Est-ce que vous avez déjà une idée? Qu'est-ce que ça peut représenter en investisseur avisé? Je vous écoute. Alors, très concrètement, nous, on a un taux de rendement interne cible pour nos actionnaires qui est de 12% par an, net. Pour ceux que ça intéresse, un cash multiple de l'ordre de 1,8. Donc, on n'est pas du tout ridicule. Et la preuve en est, on a à notre capital beaucoup d'investisseurs institutionnels qui sont aux côtés de la Banque des Territoires. Ils sont venus après. Alors, vous avez raison de dire ça. Il faut suivre la Banque des Territoires. Mais Arnaud, vous avez raison de dire ça, parce que ce qui est difficile, c'est les premiers. Et après, tout le monde arrive en disant « mais c'est magnifique ». Mais vous étiez les premiers. Frédéric Durousseau. Oui, donc nous en immobilier, on parle plutôt de rentabilité brute locative. Donc on est capable d'avoir un 5%. 5% de rentabilité brute locative, ce qui est le compromis qui a été accepté entre la Banque des Territoires et nous. Effectivement, on voulait d'abord rester un objet social, puisque nos résidences sont moins chères que des EHPAD. En gros, c'est 1 500 € par mois. Et donc, 1 500 €, c'est le reste à charge pour les familles? C'est le reste à charge. C'est le reste à une charge. fois les aides déduites. Pour les résidents, une fois qu'on a déduit effectivement l'APA et le crédit d'impôt. Donc voilà, on a une rentabilité de 5% avant frais. Voilà. En un mot, Arnaud Beaulieu, là, on voit bien aussi qu'on est vraiment sur des nouveaux marchés en fait, qui se créent. Il n'y a rien qui cannibalise typiquement ces résidences seniors, ces colocations ne vont pas cannibaliser en fait, les EHPAD. On n'est pas du tout dans la même chose. On crée vraiment des marchés ad hoc sur le territoire. Oui, on a plutôt sur la question de la santé à gérer une pénurie. Aujourd'hui, on n'est pas en excès globalement sur toutes les thématiques de solutions d'hébergement. Donc on a les résidences services seniors qui ont un objet bien particulier, les EHPAD qui en ont un autre bien particulier, et par ailleurs d'autres problématiques qui ne sont pas adressées avec les actifs existants. Et donc on trouve des solutions innovantes avec des partenaires de confiance pour essayer de venir adresser ces problématiques-là. Donc bien évidemment, pas de cannibalisation et un petit peu d'innovation pour essayer de résoudre des problèmes bien spécifiques, territoire par territoire. Merci beaucoup à tous les trois, Merci. Bruno Ferber, Frédéric Durousseau, Arnaud Beaulieu, merci beaucoup. Alors, vous le savez, nous avons sollicité des grands témoins afin de nous apporter leur regard sur les enjeux que nous venons d'explorer. Et cette fois-ci, c'est Pascal Savary, président d'Atrim, que nous accueillons au micro d'Antoine Truch. Bonsoir Pascal et merci de venir témoigner en tant que grand acteur de ces sujets immobiliers et d'aménagement des territoires. Il y a un exemple sur lequel on travaille en ce moment qui est assez difficile. On ne peut pas en parler parce que ce n'est pas encore public, mais c'est une ville d'eau dans les Vosges. Voilà. On essaye de redynamiser ensemble ce territoire. Est-ce que vous pouvez nous donner votre vision éclairée de ces sujets d'aménagement, de rôle de l'investisseur immobilier et finalement des complexités, parce qu'on a parlé de grandes réussites ce soir, mais en général, il y a pas mal d'obstacles auxquels on doit faire face. Bien sûr, on a parlé un peu de tourisme. Olivier en a parlé tout à l'heure. C'est un élément essentiel sur l'attractivité des territoires. Au fond, on parle aussi beaucoup d'emplois attachés à tout ce qu'on a dit depuis le début de l'après-midi. Je prends le tourisme, c'est 2,5 millions d'emplois. Quand on regarde région par région, c'est beaucoup d'emplois, soit à maintenir ce que vous évoquiez là, Antoine, sur un projet que nous avons en commun, mais en même temps, c'est la compétitivité de la France. Je rappelle que le tourisme, c'est 240 milliards de chiffre d'affaires, avec près de 60 milliards qui viennent de touristes étrangers. C'est vraiment de la new money qui rentre dans le pays. C'est aussi ça qui est important.
investir, et on le fait ensemble, c'est aussi de permettre de rester compétitif sur nos produits touristiques. On a besoin de mobilité, évidemment, que ce soit par les transports aériens, que ce soit par le train, la voiture. Nous sommes en compétition, et c'est vrai que d'investir sur l'immobilier touristique, c'est aussi permettre à des gens d'être fiers de leurs produits, d'être fiers vis-à-vis des clients, parce qu'on parle assez peu des clients, mais beaucoup de nos groupes aujourd'hui de tourisme répondent à beaucoup de demandes auprès de leurs clients. Et je pense que ça, c'est important, au même titre que l'épargne que nous investissons, c'est l'épargne des Français. Et là aussi, je pense que suite à cette crise qui a quand même beaucoup affaibli les grands opérateurs touristiques, il faut investir, en tout cas c'est ce que nous souhaitons faire ensemble, aux côtés de ces opérateurs en France, pour maintenir cette compétitivité qu'a la France, les atouts qu'elle a au travers de ses différents territoires. Sur le secteur du tourisme, comme d'ailleurs dans la plupart des secteurs qui font appel à l'immobilier, maintenant il y a le sujet de la digitalisation, et on en parlera tout à l'heure avec Alentour, mais il y a aussi le sujet du verdissement et du durable. Est-ce que ça vient à l'encontre des objectifs de rentabilité des investisseurs ? Non, ça ne vient pas à l'encontre. Sur la digitalisation, c'est important, c'est l'expérience cliente. Au fond, certains groupes de touristes ont des millions de clients qui sont des fidèles sans être connus. Je pense que là, il y a un travail énorme à apporter pour être là aussi compétitif. Et puis je crois que l'industrie touristique, bien avant la crise, avait commencé à muter. Et là, elle doit muter dans l'adversité pour permettre, et je pense qu'il y a une vraie notion de responsabilité, que ce soit dans ces groupes ou leurs clients, qui sont aussi maintenant très exigeants sur la qualité de l'offre, sur l'environnement, l'économie circulaire, la formation, qui est un élément essentiel aussi dans cette industrie touristique. Et c'est tous ces critères-là sur lesquels on est très exigeants, nous aussi, en tant qu'investisseurs. Est-ce que je peux vous poser une question bonus qui est est-ce que les investisseurs étrangers, on a parlé des touristes étrangers, est-ce que les investisseurs étrangers, vous les voyez venir ou revenir sur ce secteur du tourisme ? Il y a une véritable attractivité de l'industrie touristique française vis-à-vis des investisseurs étrangers. Ça, c'est sûr. Alors, il faut là aussi, pour continuer cette attractivité, de monter en gamme. Et on monte en gamme par le service, par la formation. Ça, c'est un élément important. Et c'est même un des critères majeurs, la formation. Ça, c'est important. Oui, d'ailleurs, vous me permettez de dire, c'est souvent un sujet qu'on ne met pas assez en avant sur l'investissement, c'est l'accompagnement, et notamment l'accompagnement en formation. Et pour vous montrer d'ailleurs le caractère transversal de la Banque des Territoires, notre partie cohésion sociale et territoriale investit énormément, est un des leaders en fait sur le rôle du financement de la formation en France, quel que soit le sous-jacent, que ce soit le tourisme ou l'industrie. En tout cas, merci de ce témoignage et je vous laisse compléter. Non mais Antoine, vous évoquiez un sujet sur lequel on travaille, on ne peut pas nommer ce sujet dans une ville d'eau, mais je dis, c'est parce qu'ensemble, on est en train de retravailler ce positionnement qu'on va préserver 400 emplois. Donc je le dis simplement, ce sont des éléments essentiels. Voilà. Merci beaucoup Pascal. Merci beaucoup.